chers amis, on a la chance d'inaugurer la première de ces tables rondes avec Anne Stambach, donc une table ronde consacrée au phénomène de start-up. Donc ça, c'est dans la langue de l'occupant. On dit jeune pousse en français, mais personne ne connaît le terme. Et on va avoir l'occasion de faire une courte introduction et ensuite inviter à nous rejoindre 4 intervenants avec lesquels on va pouvoir aborder le sujet de l'angle industriel des politiques spatiales. Bonjour à toutes et à tous. Donc cette première table ronde s'intitule « Planifier ou start-upper ». Alors pourquoi ? Parce que je crois que vous l'avez compris, le domaine de la conquête et de la recherche spatiale a été complètement transformé ces dernières années. On est effectivement passé d'une industrie d'État avec une vision internationale à l'avènement du privé, donc des start-up notamment, avec une véritable accélération ces dernières années avec le phénomène, vous l'avez entendu, du New Space, alors qui nous vient évidemment des États-Unis, avec en fait un changement de politique du gouvernement américain qui s'est mis à confier à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat innovant la réalisation de programmes qui auparavant étaient gérés par la NASA. Et donc ça a généré l'arrivée d'acteurs privés avec des intérêts propres, donc pour certains qui sont devenus complètement surpuissants. On pense évidemment à SpaceX, du fameux Trumpiste Elon Musk. Et pour vous donner, je vais vous donner un chiffre qui pour moi illustre assez bien ce phénomène et son évolution faramineuse. C'est le nombre d'objets qui ont été envoyés dans l'espace. Entre 1957, donc le lancement de Sputnik, et 2019, l'humanité dans son ensemble avait envoyé 8500 objets dans l'espace. Sur les 4 années suivantes, on en a envoyé 11 000 de plus. Vous vous rendez compte ? Alors l'apothéose évidemment de ce système, c'est le délire Starlink de Elon Musk, encore lui, qui vous savez c'est cette petite chaîne de satellites, enfin petite façon de parler, pour l'accès Internet, qui justement compte aujourd'hui 6500 satellites et qui à terme doit en compter 42 000. Et là en plus on est sur une forme de technologie que j'oserais qualifier de low cost, vous me contredirez si besoin, parce qu'avec une durée de vie notamment limitée, des satellites qu'il faut remplacer au bout de 5-6 ans, voilà, on est vraiment dans une vision en fait, c'est le néolibéralisme à tout crin appliqué au spatial. Et alors bien sûr, au niveau français, vous pensez le New Space s'appelait à Emmanuel Macron, hein, on est Startup Nation ou on l'est pas. Et donc nous aussi, on s'est mis à subventionner le secteur privé et finalement, on a tout le complexe aérospatial, dont le CNES, le Centre national d'études spatiales, qui se retrouve à orienter la recherche vers le secteur privé, finalement même à utiliser comme prestataire des startups, à tel point que les ingénieurs, les scientifiques du CNES parlent carrément de perte de sens dans leur métier. Et donc là, vous comprenez, on est dans un modèle qui s'éloigne effectivement de l'idée de planification et qui va plutôt vers une forme de dérégulation folle appliquée à un domaine hautement stratégique et politique qui est donc celui de l'espace. Et ça, évidemment, ça n'est pas sans conséquence, n'est-ce pas, Adrien ? Oui, en 2 mots, juste avant que tout le monde nous rejoigne. On est à la croisée des chemins en matière de mode de production des politiques industrielles spatiales. Si on voulait le caractériser rapidement, on dirait qu'il y a une première manière de faire, qui est la planification, c'est-à-dire on achète des capacités en propre qu'on déploie sur un temps long avec un contrôle démocratique des objectifs. Ça, c'est une première option, celle qu'on défend nous politiquement. Et l'autre, celle qui surgit et qui vient le pourrir de l'intérieur, en tout cas c'est mon analyse, on va le discuter, qui est l'option de la start-upisation, c'est-à-dire on achète des prestations à des entreprises à durée de vie généralement très réduite, parfois qui ont déjà disparu entre le moment où on a passé la commande et le moment où elles sont censées rendre le service, c'est vous dire, et ce dans un contexte de menace assez forte sur le programme spatial, à la fois financièrement, puisque les budgets reculent, et puis géopolitiquement, puisque nos entre guillemets partenaires au niveau européen nous veulent beaucoup de bien. Évidemment, on pense aux accords de Séville récemment qui ont libéralisé le marché des lanceurs, on pense à nos amis allemands, bien évidemment, qui veulent beaucoup de bien à notre système spatial français. Bon, la menace, c'est plus les V2, mais désormais, c'est quand même des accords financiers qui sont à notre détriment quand même majeurs. Donc, on a un souci avec les partenaires à l'époque actuelle. Et ce souci, évidemment, il va jusqu'à pénétrer Bercy. Parce que vous avez à la fois le plan France Relance et le plan France 2030 qui ont déversé 2 milliards d'euros sur les politiques spatiales, et ces 2 milliards d'euros ont été largement concentrés sur les startups qui ont absorbé une bonne partie de l'argent public au détriment des acteurs structurants du système. Alors je le dis d'autant plus qu'étant dans la circonscription, généralement surnommée circonscription Airbus, si vous voulez, on est aux premières lignes, et j'ai évidemment une pensée pour les 2500 personnels
qui sont actuellement menacées par un plan de suppression d'emplois. Alors, pour en parler concrètement, avec des acteurs du domaine qui ont des exemples et qui savent, qui vivent, qui travaillent là-dedans, nous avons 4 invités. Alors, nous accueillons Monsieur Éric Boussary, ancien chef de projet au CNES. Vous avez notamment dirigé le projet Pléiade et vous avez été sous-directeur des systèmes instrumentaux du CNES. Merci beaucoup à vous de nous rejoindre. Nous accueillons également Monsieur Éric Péchaud. Vous l'applaudir. Vous êtes expert juridique au CNES, vous aussi, et représentant au comité social et économique central du CNES. Vous êtes délégué syndical CGT. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et qui vont également nous rejoindre. Thomas Ménadier, qui est salarié à Thales Alenia Space, qui est représentant syndical, qui va venir juste à ma droite. Donc, entreprise actuellement en lutte. Vous avez suivi l'actualité de Thales Alenia Space, et Timon Vicat, qui est ingénieur et membre du collectif Aéro Décarbo, avec lesquels on va pouvoir continuer ce travail de réflexion et de prospective dans ce tour de table. Et donc, pour commencer, je me tourne vers vous, monsieur Éric Boussary. On sait qu'il y a eu un changement majeur de politique qui est illustré aussi par un changement de ministère pour le CNES. En fait, le CNES était avant chapeauté par le ministère de la Recherche, logique. Et en 2021, c'est passé sous la houlette du ministère de l'Économie. Donc, en plus, avec monsieur Bruno Le Maire, ça en dit long sur notre ambition. Bref, d'une manière générale, l'évolution dont je parlais tout à l'heure, on sait que pour l'organisme public structurant qu'est le CNES, c'est une orientation qui est assez, je crois, controversée. Il y a eu des grèves à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus quel est votre regard sur cette évolution? Alors, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler, moi je suis plutôt un technicien quand même, mais pour parler de la tutelle de Bercy. Toutefois, on a quand même vu se déployer avec la tutelle de Bercy une ingérence du financier, je dirais, ou de l'idéologie financière, si je puis dire, dans les propositions programmatiques du CNES. C'est-à-dire qu'il est normal que le politique s'intéresse aux propositions programmatiques du CNES, mais la finance, c'est peut-être une autre question. Et en l'occurrence, le CNES s'est trouvé à ce moment-là, je dirais, réorienté par Bercy sur les aspects start-up, etc. Alors, bon, je ne sais pas si c'est le moment de développer ça ou si on le développe un peu plus tard dans la table ronde, mais il y a des mécanismes qui ont été mis en place qui ont consisté à écarter les experts en réalité des choix des startups qui étaient financés, les banques qui ont pris le pouvoir. Enfin voilà, on a vu se développer ce genre de phénomène avec la tutelle de Bercy. Ce que je ne suis pas capable de dire, c'est si la tutelle de Macron n'aurait pas suffi à ce que ça se développe comme ça aussi. Oui, on a vu en effet une transformation, c'est-à-dire que essentiellement, on nous a demandé deux choses. On nous a demandé d'une part de subventionner les jeunes pousses. Ça change fondamentalement les choses, parce que la subvention, ça veut dire que la personne publique n'a plus le résultat. Quand vous subventionnez, tout ce que vous avez comme élément en retour de l'argent que vous versez, c'est juste un maigre rapport qui vous dit oui, on a bien fait ce qui était prévu. Alors que jusqu'à présent, la personne publique ne subventionnait pas l'industrie, elle passait des contrats avec eux pour développer soit de la techno, soit des instruments, soit des nouveaux objets, des lanceurs, des choses comme ça. Donc ce subventionnement-là, qui est un pur subventionnement, il a déjà changé les rapports. C'est-à-dire que la personne publique ne maîtrise plus ce qui est réalisé par ces industriels. Et ça a été vraiment une logique gestionnaire qui a été mise en place. Ce que disait mon collègue, cette logique gestionnaire, c'est-à-dire qu'on nous a demandé de pousser du contrat, de pousser de la subvention auprès d'industriels, de ne pas véritablement, et c'est ce que disait Eric, de ne plus regarder véritablement la crédibilité et d'avoir une expertise technique sur les projets qui étaient proposés. Mais globalement, s'il y avait quelque chose de proposé qui était bien vendu avec un PowerPoint un peu sexy, ben, ça mérite bien une subvention de 50 000 €. Si vraiment on a un très très bon PowerPoint, on peut même pousser un peu au-delà. Donc c'est vraiment un changement de logique, et c'est un changement de logique qui sape complètement les fondements même
de ce qu'a été jusqu'à présent le développement des sciences et de la technologie et du spatial. Jusqu'à présent, on avait une logique qui était qu'on avait un organisme public, le CNES en l'occurrence, mais un organisme public qui allait faire le lien entre d'une part les laboratoires d'un côté et d'autre part l'industrie, et qui allait être en capacité technique, avec une expertise interne, de savoir quelles étaient les technologies qu'il était intéressant d'aller creuser et fouiller, et d'autre part d'interroger les industriels pour les pousser dans leur retranchement et aller développer des instruments qui sont à la limite de la technologie. Ça, c'était, je dirais, le modèle ancien. Vous avez sur la table des smartphones, tous. Typiquement, ça, c'est un concentré de recherche publique. Il faut le savoir. C'est pas Apple qui a inventé ça. C'est un concentré de recherche publique. L'écran tactile, c'est de la recherche publique. Internet, ça a été le résultat de la recherche publique, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, typiquement, je dirais, le cheminement habituel, c'est laboratoire, recherche publique, financement public, pendant 15, 20 ans, parce que seul le public est en capacité de soutenir pendant 15 ou 20 ans une recherche qui peut-être n'aboutira pas, peut-être aboutira, mais peut-être n'aboutira pas, pour ensuite arriver à avoir des technologies qui sont suffisamment matures pour être basculées vers l'industrie, et donc vers une industrialisation. Après, la question de savoir sous quelle forme ça va s'industrialiser, commercialiser, c'est une autre question, mais c'était le cheminement classique tel qu'il était vu. Avec l'arrivée de Bercy et de l'idéologie gestionnaire, en fait, on nous dit, le public, vous ne savez plus à grand-chose, en fait, l'innovation est directement dans l'industrie, et donc on va demander aux industriels directement d'innover. Sauf qu'on voit, et nous depuis des années on le sait, que les industriels, ils innovent avec un horizon à 3 ans maximum. 3 ans grand maximum. Tous les trimestres, ils présentent leurs résultats. Donc tous les trimestres, eux, leur vision, elle est à ce niveau-là. Et donc véritablement, aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit, le résultat aujourd'hui de cette politique qui est menée depuis bientôt presque une dizaine d'années, 7 ans, on commence à le voir. C'est-à-dire qu'on voit des industriels qui sont complètement à la ramasse technologiquement, qui ont loupé un certain nombre de tournants, la propulsion électrique, les lanceurs récupérables, voilà, et qui sont aujourd'hui à nous dire on licencie. Parce que la recherche, elle ne se fait pas normalement du côté des industriels. Et aujourd'hui, les industriels, ils taillent dans quoi? Ils se taillent dans la R&D, la recherche et développement. Donc véritablement, le parcours qui a été fait sur ces dernières années, c'est un parcours qui conduit à la destruction du tissu industriel sans créer de nouveaux tissus industriels. Parce que les startups, ce qu'on appelle les startups, n'a pas pour objet de construire un nouveau tissu industriel pérenne. Ça a pour objet de se créer, de se développer, de se revendre dans les 5 ans. Voilà. Donc, en quelques mots, le panorama un peu économique de cette affaire-là. Donc pour effectivement embrayer sur ce que vient de développer Eric, là, on peut peut-être rappeler rapidement tout de même ce qu'est ce rôle qu'il évoque de puissance publique. C'est-à-dire que dans le passé, il y a fort longtemps, la République était pas gouvernée par McKinsey. Et il y avait des hommes et des femmes politiques qui avaient des idées, des visions, et leur vision était que dans certains domaines stratégiques, alors notamment l'énergie nucléaire ou le spatial, eh bien, c'était des domaines où il n'y a pas de marché. Bon, bref, c'est la puissance publique qui doit investir. Et ces gens-là avaient le souci, à cette époque-là, de faire en sorte que le moindre euro public soit dépensé de manière à en tirer le maximum pour la collectivité. Et la meilleure façon pour que l'argent parte pas dans la poche des actionnaires, tout au moins en partie, eh bien, c'est de créer de puissantes agences publiques capables de n'avoir d'autre objectif que de faire avancer la science, la technologie, etc. Et donc, dans ces époques-là, les gouvernements ont créé, eh bien, le CEA à un moment donné et le CNES en 1962, je crois. Voilà. À l'époque, il y avait pas d'industrie spatiale. Hein, donc, les premiers ingénieurs du CNES, fortement épaulés d'ailleurs par l'ensemble des laboratoires scientifiques, parce que le CNES sans les scientifiques, c'est rien. Hein,
non plus. Donc le CNES des ingénieurs. Le CNES s'est fait la main pour commencer, mais il s'est fait la main sans espoir immédiat de bénéfices à rendre aux actionnaires, donc il s'est fait la main avec le maximum d'efficacité. Le CNES a développé son premier satellite, ils ont appris, parce qu'on se casse on tombe plusieurs fois quand on démarre à partir de rien, et puis le CNES petit à petit a infusé dans un tissu industriel naissant, alors ça s'appelait pas des startups à l'époque, mais enfin voilà, a infusé les techniques pour créer un tissu industriel qui 50 ans plus tard s'appelle Astrium Defence and Space, TAS, Sauderne, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, la puissance publique de l'époque a réussi entre guillemets, c'est-à-dire que on crée des agences, une agence gouvernementale puissante, dotée de moyens à la fois financiers et humains, on lui donne des objectifs. Et 60 ans plus tard, eh bien, la France est leader mondial dans les satellites de télécom devant les États-Unis. La France est le seul pays, il y a 10 ans, le seul pays capable de produire un satellite d'observation de la Terre avec une résolution telle qu'elle est, le seul pays avec les États-Unis et nous. Le résultat, c'est que les Américains viennent nous chercher pour faire de la surveillance du niveau des mers, l'océanographie, etc. Le résultat, c'est que le système Galileo, il est développé à partir d'un brevet du CNES. Enfin voilà. Donc, quelque part, cette politique mise en place il y a 60 ans sur la base d'agences publiques puissantes, elle porte des résultats. Et puis bon, il se passe quoi dans les 10 dernières années? Il se passe un mirage, il se passe un tour de passe-passe. À mon avis, mais là les sociologues sont plus compétents que moi, mais il se passe cette espèce de révolution du numérique où on voit Google qui se développe dans un garage. Donc effectivement, on voit des start-up, puisque ça s'appelle comme ça, qui, à partir du talent d'un ingénieur et de pas grand-chose, deviennent ce qu'ils appellent des licornes. Mais vous développez Google dans un garage, vous développez pas, jamais de la vie, un satellite dans un garage. Pourquoi? Parce que quand vous développez Google, vous avez quelques ingénieurs talentueux, ils ont appris à manipuler, ils sont agiles du clavier, etc. Très bien. Mais il faut comprendre mais vous le savez déjà, que le spatial, faire du spatial, mais faire du nucléaire, à mon avis, c'est pareil. On voit les échecs là. Voilà. Le spatial, ça demande 2 trucs principaux. L'un, c'est que le spatial, c'est un condensé, c'est de technologie. C'est-à-dire, c'est de la technologie très performante. L'espace, c'est corrosif, c'est hostile, enfin voilà, vous pouvez pas si vous lancez un smartphone dans l'espace, il va durer 2 heures, quoi. Bon, donc c'est un concentré de technologie, et le spatial, c'est extrêmement exigeant en termes de capacité d'ingénierie, c'est-à-dire la science de l'ingénieur et la capacité à conduire des grands projets. Et ça s'apprend. Nos amis du nucléaire, là, à mon avis, ils ont échoué parce qu'ils savaient plus conduire un grand projet. Ils avaient perdu, on faisait plus de centrales nucléaires. Après, on peut discuter par ailleurs s'il faut en faire ou pas, c'est une autre question, mais ils savaient plus faire. Et ça nous pend au nez dans le spatial d'ailleurs, soit dit en passant. Mais bon, bref. Donc, il y a 2 conditions quand même pour pouvoir faire du spatial. C'est bénéficier de ce concentré de technologie, bénéficier et construire le savoir-faire de cette capacité à mener des grands projets complexes qui sont des capacités d'ingénierie, de management, etc. Bien. Donc le modèle des licornes du numérique n'est pas transposable au spatial, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Donc SpaceX, Jean-Luc Mélenchon l'a plus brillamment que je ne le ferai montrer. SpaceX, en fait, c'est une création, c'est un investissement massif de l'État, hein, d'accord. Ce qu'on peut laisser à Elon Musk et ses équipes, c'est la capacité d'avoir utilisé des méthodes de gestion, des projets audacieuses. Donc ça c'est pas mal. Mais ça se transpose, hein, enfin voilà. Et donc SpaceX, c'est une création de l'État américain, quoi. C'est pas une start-up là qui est partie dans un garage. Donc en fait, la double illusion, elle est de pouvoir transposer les méthodes du numérique dans le spatial, et autre partie d'illusion, donc le double, c'est le fait de penser qu'il suffit de partir d'une bonne idée, et puis il y a qu'à y aller, on file les millions d'euros à des gens qui présentent un joli PowerPoint et on y va. Voilà. Donc ça c'est une vraie illusion.
Et on le voit à l'œuvre. Alors, le gouvernement McKinsey là qu'on a depuis quelques années, lui effectivement, il a mis en place, et ça a été dit, des plans faramineux, quoi. Je veux dire, 1 giga-euro, 2 giga-euros. Enfin bon. Pour déverser sur les startups. Et ce que moi j'ai observé au poste que j'occupais à l'époque où ça a commencé, où j'étais alors juste dans ma carrière, j'étais également sous-directeur des avant-projets et de la technologie avancée. Donc là, à ce poste-là, j'ai vu comment ça se passait. Et effectivement, le gouvernement a écarté les experts. D'ailleurs, je crois que on va encore citer Macron, ce grand penseur quand même, qui nous dit les experts ne sont experts que des choses passées. Mais comment est-ce qu'on peut dire un truc qui a aussi peu de sens, quoi? Enfin, bon, voilà. Donc on a un gouvernement qui à la fois comment dire, aborde l'action publique. Et d'autre part, se passe des experts. Et c'est ce qu'on a vu, puisque, effectivement, dans les sélections des startups et des PowerPoint, les experts ont été écartés, c'est les banquiers qui avaient la main, et qui constituaient des comités de sélection composés d'experts, avec des guillemets cette fois-ci. Voilà. Bon, quelques années plus tard, on commence à voir le résultat justement de cette brillante action, hein, c'est-à-dire qu'il y a peu d'initiatives qui réellement ont réussi à émerger, et quand ça émerge, eh bien c'est un soutien massif des équipes du CNES pour que les choses réussissent à émerger, au détriment bien entendu d'autres projets. Bon. Donc, faut-il, je vais arrêter peut-être là, non, par rapport à mes 8 minutes là, bon. Alors, je conclus quand même. Faut-il jeter le modèle startup? Alors, non. C'est-à-dire que il faut pas le jeter. Il faut jeter beaucoup, la plupart. Est-ce que la bonne méthode de sélection, c'est de dire je finance tout et je vois ce qui reste? Ben non, parce qu'on gaspille l'argent public. Donc en fait, des acteurs arrivent avec de bonnes idées. Des acteurs, en particulier du monde académique, peuvent arriver avec de bonnes technologies. Donc en fait, il faut savoir sélectionner ces bonnes idées, ces bonnes technologies. Il faut savoir ensuite les appuyer. Et on voit que c'est pas la grande industrie du spatial qui va les appuyer, quand depuis quelques années, ils demandent des rendements à 2 chiffres sur leur truc. Et donc, je pense qu'on va en parler. Hein. Donc la grande industrie spatiale, faut pas y compter. Donc en fait, il faut quoi? Je termine. Hein. Je vois bien les regards. Donc il faut quoi? En fait, il faut s'organiser, et là, ça demanderait des développements dans lesquels je vais pas me lancer, mais il faut s'organiser effectivement pour que la puissance publique puisse effectivement sélectionner ces projets et ces idées qui sont bonnes, et puisse les faire naître avec un appui effectivement de la puissance publique cette fois-ci, savoir construire un embryon industriel, donc on appellera peut-être ça une start-up, mais qui derrière puisse se développer. Et puis bon, mais tout ça c'est à construire. Voilà. Donc non, on ne jette pas toutes les start-up, mais on jette la plupart, oui, et on s'y prend autrement surtout pour les sélectionner et les faire grandir. Pardon, j'étais un peu long. C'était excellent. Merci beaucoup. On va passer un petit peu de l'autre côté de la table. Oui, parce que quand tu évoques la question des startups, la startup, c'est une société, c'est une manière de produire des choses, mais c'est aussi une manière de penser le capitalisme. C'est-à-dire, on peut très bien start-upiser des grandes entreprises. Et il y a des gens dans des grandes entreprises qui pensent comme des startups. Et dès lors, on voit que le phénomène startup, il arrive par en bas et par en haut, parfois, y compris dans les plus grandes directions d'entreprises aussi structurantes pour la question aérospatiale que Thales, Alenia Space. Et donc toi, qui es au CSE, qui est aux premières loges des grands projets tels qu'ils se font aujourd'hui, est-ce que tu vois aussi ce phénomène de changement, de raccourcissement, de court terme, de prégnance des banquiers dans la détermination de ce qu'on peut faire industriellement? Alors, je vais répondre à ta question, mais j'ai profité de cette tribune pour parler un petit peu des luttes sociales que l'on mène au niveau de Thales Alenia Space. Et c'est d'autant plus une nécessité qu'on se retrouve aujourd'hui, enfin depuis jeudi, dans la même situation pour mes collègues de Airbus Defence and Space, avec le même type d'annonce faite par les mêmes patrons. Je voulais prendre la parole sur ça parce qu'on retrouve dans les éléments de langage qui ont été utilisés par les patrons de Airbus Defence and Space, les mêmes que ceux qui ont été utilisés par mon patron, celui de Thales Alenia Space, et qui a été repris très largement dans la presse. Et je profite qu'il y ait une présence de presse ici pour essayer aussi de déconstruire les fake news envoyées par le patronat du spatial.
Alors déjà une première chose, le marché du spatial n'est pas en crise. Le marché du spatial est en croissance. C'est pas la CGT qui le dit, c'est tous les cabinets financiers qui conseillent nos patrons qui le disent. On a des expertises en cours puisqu'il y a des plans de licenciement, ça permet aux représentants du personnel de lancer des expertises économiques. Nous avons promis des premiers retours sur ces expertises et toutes ces expertises démontrent que le marché du spatial est en croissance, est en forte croissance. Les patrons du spatial disent oui, mais en fait c'est le domaine télécom qui serait en crise, et notamment le domaine du géotélécom qui serait en crise. C'est un argument purement fallacieux et totalement faux, puisque si on s'appuie sur les études de Euroconsult, partenaire de référence à la fois pour les agences comme pour les directions des grandes entreprises, mais aussi pour les syndicalistes comme moi. Donc c'est un organisme qui fait référence. Il rappelle que s'il y a eu une chute du nombre de satellites géo il y a 15 ans, sur les 10 dernières années, on tourne à 12 satellites par an en moyenne, et pour les 10 prochaines années, on tournera à 14 satellites par an, soit 2 de plus. Alors 2 de plus, on peut se dire c'est pas tant que ça. En pourcentage, c'est 17%. Moi, si on me file 17% d'augmentation, je tape dans la main et je négocie plus. Hein. Donc c'est quand même une augmentation du marché qui est non négligeable. Et un marché, en plus du satellite qui évolue, ce marché du satellite géo, il s'oriente essentiellement à 80% vers les satellites reconfigurables, ce qu'on appelle les satellites SDS. Et il se trouve que dans le monde, il n'existe que 2 sociétés qui soient lancées sur ce type de satellite SDS. Ce sont deux sociétés françaises qui s'appellent Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec 2 compétiteurs français pour 80% du marché du géo au monde. Voilà. Donc, quand nos patrons disent qu'il n'y a pas d'avenir dans les télécoms spatiales, ça veut dire qu'ils ne croient pas en leur entreprise, qu'ils n'ont rien compris au marché et qu'ils ne croient pas dans leurs salariés. Voilà. Alors oui, développer des nouveaux projets comme ce satellite qu'on reconfigure une fois qu'on l'a lancé dans l'espace, c'est compliqué. Ça nécessite des investissements, mais finalement, investir dans un projet d'avenir, c'est la base, il me semble, de tout industriel, sauf si il veut se convertir en une entreprise purement financière. Mais s'il a l'intention d'être une entreprise du spatial, alors à un moment, il doit accepter d'investir et que ça lui coûte un peu. Malheureusement, il n'y a pas si longtemps, chez Thales Alenia Space, on a eu un PDG qui abordait l'entreprise comme une entreprise purement financière, avait arrêté toute activité de R&D et RT pour pouvoir remonter plus d'argent aux actionnaires. Ça a duré 5 ans, ça nous a plombé, ça nous prendra des dizaines d'années pour remonter. Et ce que le disent nos camarades du CNES sur les difficultés des industriels aujourd'hui, où finalement on ne fait que lancer ce qui correspond aux besoins immédiats du marché et pas de prospective au-delà, c'est parce qu'on paye ces décisions de nos PDG dans le passé qu'on a beaucoup de mal à remonter. Voilà. Donc on est complètement en ligne. Et puis finalement, quand on regarde les coûts qui correspondent à ces investissements, c'est beaucoup, c'est quelques centaines de millions d'euros. Oui, mais les bénéfices des grands groupes dans lesquels nous sommes, le groupe Thales pour Thales Alenia Space, le groupe Airbus pour la société ADS, c'est des groupes qui font plusieurs milliards de bénéfices, et donc quelques centaines de millions, c'est le prix de notre baguette. Enfin, dans les arguments présentés par les directions pour justifier les suppressions de personnel, et que l'on retrouve dans la presse, et c'est pour ça que je tiens absolument à ce que le personnel politique l'entende, mais aussi nos collègues de la presse l'entendent aussi, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils se fassent leurrer par le discours patronal. Des postes seraient supprimés chez Thales Alenia Space et chez Airbus Defence and Space parce qu'il n'y aurait plus assez de charges par rapport aux effectifs, plus assez de volume de travail par rapport aux effectifs qu'on a dans nos entreprises. Cet argument est totalement faux. Il est totalement faux sur la base des éléments économiques qui sont fournis par nos propres directions dans les institutions dans lesquelles les représentants du personnel sont élus. Il se trouve que ce sont des données qui sont considérées comme stratégiques et sensibles, que nous ne sommes pas censés mettre à disposition du public. Donc, ils nous mettent dans une situation où ils communiquent sur des chiffres faux pour justifier leurs décisions, et en même temps, on est empêché de montrer les chiffres vrais. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui aux directions de nos sociétés, faites attention. Si vous communiquez sur des éléments qui sont sensibles,
mais que vous permettez de divulguer à la population générale en mentant, vous allez nous obliger à divulguer les vrais chiffres que vous nous communiquez en instance. Donc j'appelle nos directions à assumer leur choix et à justifier leur choix pour les vraies raisons, hein, celle d'augmenter les bénéfices en sacrifiant les personnels, et d'assumer ce choix-là, plutôt que de chercher des excuses fallacieuses parce qu'on sera obligé de sortir les vrais chiffres. Voilà. Que ce soit bien clair. Je ne sais pas où j'en suis, j'ai encore un peu de temps. Je voulais rebondir sur... enfin, il faut comprendre que nos entreprises, que ce soit ADS et TAS, nous sommes des industries qu'on pourrait considérer comme des industries lourdes du spatial, par opposition au New Space, et pour lequel nous fournissons des infrastructures aux États, à l'État français notamment, et à l'Europe, qui sont de l'ordre de la souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas la guerre, ça peut être la paix. Je veux prendre un exemple pour que tout le monde l'ait en tête. Lors de la seconde guerre du Koweït, les États-Unis ont voulu faire croire que l'Irak avait des armes de destruction massive partout sur son territoire et engagé tous les pays occidentaux dans la guerre. Si la France n'est pas rentrée en guerre à ce moment-là, c'est parce qu'elle disposait d'infrastructures militaires d'observation et de capacités d'analyse de ces données pour déterminer que l'Irak ne possédait en rien des armes de destruction massive et donc contrecarrer le discours des USA et du reste de l'Occident et ne pas s'engager dans ce conflit, cette deuxième guerre en Irak. Si la France n'avait pas disposé de ces moyens satellitaires au service des armées pour la paix, nous nous serions retrouvés engagés dans une guerre qui n'était pas la nôtre et qui n'était justifiée en rien. Voilà. Enfin, si nos directions mènent leurs projets à bout, détruisent 1300 postes en Europe, 1124 en France pour TAS, 760 à Toulouse toujours pour TAS, 2500 en Europe pour Airbus Defence and Space, ce qu'ils vont détruire, c'est toute la capacité industrielle à produire ces infrastructures qui sont nécessaires à la fois pour des objectifs de paix, mais aussi toutes les infrastructures dont on a besoin pour observer la Terre, prévenir le dérèglement climatique et anticiper pour éviter que les populations en payent le prix fort. En détruisant les emplois comme ils ont prévu de le faire, ils risquent de nous faire prendre ce qu'on peut appeler aujourd'hui le virage Airbus. Le virage Airbus, ou Airbus, pas le virage Boeing, pardon. Le virage Boeing, c'est Boeing a longtemps su faire des avions, a été géré avec une orientation purement financière et s'est retrouvé à être une société d'aviation civile qui ne sait plus construire d'avions. Et du coup, si on applique les politiques de destruction de l'emploi voulues par nos directions, nous serons des sociétés du spatial qui ne sauront plus faire de satellites. Voilà. Ouais, alors je vais terminer mon propos et du coup je vais parler de start-up puisque c'était le début de la question. Il se trouve que au tout début, avant même les annonces de suppression de postes, au sein de TAS, on avait lancé un droit d'alerte économique en intersyndical parce qu'on trouvait que notre direction n'avait aucune vision du marché et du coup aucune stratégie industrielle adaptée au changement du marché. De cette alerte économique que nous avons fait, nous avons ressorti plusieurs axes de développement de notre entreprise, dont un qui est de solliciter de la part de l'État une réelle vision du spatial et la mise en place de coopération entre les industriels historiques comme Thales Alenia Space et le New Space. Mais le New Space, et tout ça coordonné par nos collègues du CNES, parce que c'est pas notre rôle. Par contre, c'est le leur, d'identifier quels sont les jeunes pousses qui ont de l'avenir et qui correspondent aux besoins de la politique spatiale menée au niveau français. Et nous, notre rôle, c'est d'industrialiser ces bonnes idées que de petites entreprises ont su développer. Des coopérations nécessaires, parce qu'il serait complètement idiot de continuer à verser de l'argent, y compris sur ces sociétés, même sur les sociétés, les petites sociétés qui fonctionnent bien, et leur demander
de développer des moyens industriels qui coûtent une fortune, moyens industriels qui en fait sont des machines-outils finalement pour qualifier le matériel qu'on lancera dans l'espace et qui, mon collègue du CNES le disait, doivent être hyper robustes avec un environnement qui est particulièrement compliqué. Et si on déverse de l'argent public sur ces entreprises pour faire ça, en fait, elles vont devoir acquérir des moyens industriels dont les grandes entreprises françaises disposent déjà, sous-utilisent, et il devrait y avoir de réelles coopérations pour que les sociétés du New Space puissent développer, soutenues, accompagnées et contrôlées par le CNES, de l'innovation dans le spatial, et soient accompagnées par les industries lourdes, historiques du spatial, pour préparer les phases d'industrialisation et ensuite mettre en œuvre ces phases d'industrialisation dans l'intérêt de la société en règle générale. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Alors, on voit dans ces différentes interventions que, comme dans toute production, il y a différentes temporalités. Il y a une temporalité de l'argent, lever des fonds. Alors, quand c'est les startups, c'est des levées de fonds en quelques mois. Quand c'est de l'argent public, on peut penser à long terme. Il y a le temps de l'usage social qui se pose en décennies, et il y a le temps aussi climatique et de la biosphère qui se pose sur des temporalités encore plus longues. Et la question qui se pose également, c'est comment on réconcilie ces différentes échéances, comment on pense ces trois temps à la fois. C'est la question de la soutenabilité de l'activité du spatial. Et pour ça, Timon, tu es membre, on l'a dit, du collectif Aéro Décarbo, et donc ça fait partie des questions que vous soulevez en collectif. Oui, tout à fait. Je voulais commencer déjà par donner tout mon soutien aux salariés de TAS, de Thales Alenia Space et de Airbus DS qui sont en lutte, et rappeler aussi que cette histoire de résilience, elle va être super importante ici à Toulouse, justement dans ces contextes de changement climatique où potentiellement on va avoir des contraintes de planification écologique sur l'aviation et potentiellement aussi sur le spatial. L'espace, je pense que vous savez à peu près à quoi ça sert. Moi, j'aimerais rappeler du côté de l'aval. Ici, on a beaucoup parlé de l'amont, la fabrication des satellites et des lanceurs, mais il y a une grande partie des quels sont les usages de l'espace. Et notamment, on l'utilise beaucoup pour observer le climat, observer notre planète, observer notre atmosphère, les glaces, les forêts, les champs. Et il faut savoir qu'une grande partie de l'enveloppe des financements publics qui est attribuée à l'espace, au secteur spatial, il est dans le secteur aval. Donc c'est plein de petites startups qui vont trouver de nouvelles applications des données satellitaires. Je vais vous donner un exemple, une petite histoire d'une startup qui voulait créer une plateforme pour les agriculteurs. Donc noble cause de aider le quotidien des agriculteurs, pouvoir donner des analyses parcellaires, donc c'est-à-dire au niveau du champ de où est-ce qu'il faut appliquer tel ou tel intrant, où est-ce qu'il faut irriguer, est-ce que mon champ est en bonne santé, est-ce qu'il va avoir un bon rendement. Il se trouve qu'il voulait aussi inciter, donc la plateforme voulait inciter l'agriculteur à avoir des bonnes pratiques, des pratiques durables. Sauf qu'une startup, ça a besoin de grossir, et pour grossir, il faut avoir une certaine garantie de client, faut pouvoir prouver aux investisseurs qu'on va avoir de l'attraction. Et la startup s'est retrouvée confrontée à un dilemme de financement et de durabilité, de croissance et durabilité. En général, à part pour les arbres, ça fait pas bon ménage. Donc, l'entreprise, elle va voir un négociant de soja. Je ne sais pas si vous voyez comment l'agriculture fonctionne, mais en gros, il y a des négociants qui vont acheter aux agriculteurs des denrées. Et ils sont en train de fabriquer cette plateforme d'agriculture durable avec ce négociant de soja, qui est en fait un des principaux déforestateurs en Amazonie, parce que le soja, il se cultive aujourd'hui en Amazonie, et on voit super bien les champs de soja depuis l'espace. C'est beaucoup plus facile que de faire le tour avec un tracteur. Et du coup, on se retrouve avec de l'argent public qui a été investi par l'État dans cette start-up, qui va nourrir un négociant. Et quand je parle de négociant, c'est pas une petite boîte locale, c'est 150 milliards de dollars de bénéfices, une mastodonte américaine, un des quatre leaders sur le marché. Et donc, ça pose la question de pour qui on envoie des satellites dans l'espace et pourquoi.
Est-ce qu'on envoie des satellites dans l'espace pour regarder des champs de soja de l'agro-industrie et qui est aux mains de monopoles qu'on connaît déjà? Est-ce que c'est pour avoir un réseau Internet qui est monopolisé par une entreprise avec 40 000 satellites? Est-ce que c'est pour bunkériser les astres au profit de certains milliardaires? La question des usages, elle est centrale dans notre discours à Aérodécarbo, parce qu'il faut arriver à planifier à la fois toute l'industrie de fabrication, mais aussi quels sont les usages et les applications de notre industrie spatiale. Et pour terminer, je vais me tourner à nouveau vers vous, Éric Péchaud. Au vu des contradictions qu'on entend bien autour de cette table entre public et privé, quelles seraient selon vous du coup les priorités en termes de planification technologique, industrielle? Je crois que la question en fait, c'est comment on remet de l'intérêt général et comment on remet l'humain au centre de toute cette activité. C'est-à-dire que ce qu'on entend depuis maintenant un moment, en fait, c'est qu'on a mis au cœur du spatial depuis quelques années essentiellement les questions de profit, les questions de développement du profit, au détriment de plusieurs choses, au détriment de l'activité humaine, du travail, de l'emploi, au détriment de la science. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les scientifiques et les laboratoires scientifiques français sont extrêmement inquiets de ce qui est en train de se passer au niveau du spatial, pour plein de raisons. Alors, il y a le droit aux étoiles et le fait qu'aujourd'hui, la question de pouvoir observer les étoiles va se poser de plus en plus depuis la Terre, mais il y a aussi la capacité de financer les expériences et de mettre en place des instruments scientifiques dans le spatial. Et puis, il y a la question aussi de à quoi doit servir le spatial. C'est-à-dire que est-ce que le spatial, et est-ce qu'on doit envoyer des milliers, des dizaines de milliers de satellites dans l'espace pour faire Internet, et avec toutes les retombées qu'il peut y avoir après quand ces objets vont redescendre et faire des poussières, etc., etc. Et donc perturber et être des perturbateurs aussi du climat. Ou est-ce que ces objets qu'on va envoyer vont servir aux besoins humains, c'est-à-dire à observer la planète, observer le climat, et répondre aux interrogations du futur. Et je pense que véritablement le débat il est là, et que la personne publique, quelle qu'elle soit, que ce soit le CNES ou un autre organisme demain, la personne publique est celle qui doit être centrale pour permettre justement la mise en place d'une stratégie et d'une politique par le débat démocratique. Et je pense que aujourd'hui, le spatial est en train d'être confisqué. Il est confisqué par les États-Unis, et les États-Unis utilisent deux instruments extrêmement puissants. D'une part, bien sûr, leur puissance économique, parce que les entreprises comme des entreprises américaines aujourd'hui sont suffisamment puissantes pour prendre le marché en main et le structurer, mais les États-Unis aussi structurent par l'idéologie. C'est l'idéologie du gestionnaire et c'est l'idéologie du self-made man. C'est-à-dire que cette invention du génie solitaire dans son garage qui va faire tout d'un coup une nouvelle fusée ou c'est un outil idéologique qui fait disparaître le travail collectif, les laboratoires, les scientifiques, l'ensemble de la structure sociale qui produit l'objet technique, qui produit le savoir, la connaissance. Donc je pense que véritablement, remettre au cœur de l'activité l'humain et le démocratique, c'est déjà un moyen de redonner une stratégie au spatial. Et je veux juste terminer là-dessus. Moi, je suis au CNES maintenant depuis quelques années. Ça fait quelques années que j'entends mes collègues qui me disent « mais il n'y a plus de stratégie. Où est-ce qu'on va? Quelle est la stratégie du CNES? Quelle est la stratégie de l'État sur ces questions-là » Et j'entends mes camarades, moi, du spatial, de l'industriel, qui disent « mais nos directions, mais c'est quoi la stratégie ?» Manifestement, soit nous avons affaire à des canards sans tête, soit la stratégie, elle n'est pas celle du développement, et certainement pas du développement industriel, ni du développement humain. Donc il faut peut-être reprendre la stratégie en main et la transformer véritablement. Je vais terminer juste là-dessus. Conclusion parfaite. Il est temps effectivement de reprendre les choses en main et de lancer une véritable planification du domaine au niveau du domaine spatial. Un immense merci à tous les quatre pour votre partage d'expérience, d'expertise.
vos apports riches autour de cette table. Nous terminons donc cette première table ronde et nous accueillons une deuxième table ronde qui aura trait au sujet, à la question écologique, aux impacts écologiques notamment du domaine spatial. Et cette table ronde sera animée par Madame Emma Fourreau, députée européenne, et Monsieur François Picmal, député toulousain.